Et que bonjour. Hop là. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Et puis après, on va y aller, hein. Du coup, voilà, let's go. Pour aujourd'hui, du coup, on va faire quelque chose d'assez simple vu qu'on a quand même fait un truc assez solide la semaine dernière. Donc ça va être assez simple. Et ça va parler surtout du contenu, euh, de l'horizontalisation des choses, ce genre de choses. Après, on prendra vos réflexions ou vos remarques à la fin. Et puis voilà. Donc le but, c'est de faire ouais, une heure 10. Ça serait bien. On essaye de faire un peu plus court que d'habitude là. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, on a bien potassé le gaming. Voilà, voilà. Peut-être on parlera peut-être un peu de comment on pouvait voir l'embrouille sur Solution 30. Mais je sais pas, je me dis que peut-être on va en faire une vidéo dédiée pour comprendre un peu comment on pouvait utiliser les outils pour identifier les problèmes de Solution 30 en amont, un peu comme on avait fait sur Navia. Donc je sais pas, je suis en train de réfléchir. Il y a de fortes chances qu'on le fasse la semaine prochaine en, en vidéo dédiée. Parce que j'aimerais bien laisser retomber le truc. Parce que je veux pas qu'on dise que je suis un pro ou un anti solution 30. J'ai pas envie d'avoir les mêmes enquiquineurs que quand j'ai eu sur Navia aussi. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui sont un peu chauffés à blanc sur leur perte de solution 30. Donc je préfère faire un peu redescendre. Et de toute façon, bon bah que vous appreniez maintenant hein, comment trouver ou la semaine prochaine, ça changera pas grand chose. Du coup, voilà. Mais on va sûrement réfléchir à ça et sur comment structurer le travail là-dessus. Du coup, let's go, on y va. Donc, c'est Gaming Biz 17, donc c'est le 17e. C'est la guerre des contenus TV ouvre un nouveau front dans le gaming. Voilà. Donc l'avant-propos, comme d'habitude, hein, tout ce dont on parle ici, c'est vraiment à titre purement informatif. C'est vraiment des idées qui me sont propres, qui ne représentent absolument pas les idées des autres analystes d'Agora, qui ne représentent pas des conseils d'achat ou de vente à propos de ces valeurs-là, mais c'est vraiment une analyse du marché et le but, c'est vraiment de vous donner envie d'apprendre sur la construction d'un marché et de voir un peu comment évoluent globalement tous les acteurs du marché. Donc au sommaire, Ocello Gaming S17, la guerre des contenus TV ouvre un nouveau front dans le gaming, Epic vs Apple, les derniers rebondissements, Tech2, le boost Covid est permanent. Voilà, let's go. Donc dans les consoles, bon, ce qu'on voit c'est que la Switch redescend sous les 400 000. Hein. Bon, c'est pas mal du tout quand même. Hein. Je pense que dans quelques semaines, je vous mettrai les courbes globales de la Switch et ce qu'il faut qu'elle réussisse à faire. L'important, bah, c'est comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, c'est le souci des composants sur la Switch, c'est-à-dire ce qui pourrait poser un souci à Nintendo, c'est la pénurie de composants qui commence à arriver aussi chez eux. C'est-à-dire ils avaient du stock et là le stock est un peu parti. Donc ça peut poser un gros problème. Comme je vous l'ai dit, toujours le même problème. Hein. On se décale du ratio 2 PS5 pour une Xbox Series. Là où on était à un ratio 2, on est passé au-dessus d'un ratio de D.1 depuis quelques semaines. Et ça s'améliore pas. Et tous les retours qu'on a terrain nous disent que ça s'améliore vraiment pas. Le souci principal il se situe où? Il se situe sur le fait que la Xbox Series, celle avec le lecteur de disque, est en pénurie chronique. Par contre, l'autre souci, c'est aussi que la All Digital, elle a toujours un problème, elle se vend assez mal. Il y a des stocks chez les revendeurs, mais ils partent pas vraiment efficacement.
Donc ça, c'est quand même une mauvaise chose pour Microsoft, parce que le but de Microsoft, c'est vraiment de vous amener de plus en plus vers la plateforme totalement digitalisée, et ça montre quand même qu'il y a une réticence des acteurs, c'est-à-dire les gens, ils veulent pouvoir avoir encore le CD, donc ils veulent pouvoir encore jouer avec un CD. Et ça, c'est le moment où, entre guillemets, on pourra voir une console avec un lecteur et une console sans lecteur, et que les deux consoles se vendront à peu près de manière équivalente, on pourra dire que le marché du gaming console aura fait le pas de passer au-delà du lecteur CD. D'accord? Vous l'avez vu sur beaucoup d'ordinateurs. Pendant un certain temps, il y avait des lecteurs CD sur les ordinateurs. La plupart en ont plus maintenant. C'est quelque chose qui a été qui s'est fait dans le temps, et il y a eu à un moment un switch assez violent qui s'est passé, et là les consoles, il faut qu'elles réussissent à faire ce switch là, et pour le moment sur cette génération il semble que le switch il est encore pas assez il y a un problème dans le calibrage des consoles. C'est-à-dire les consoles all digital, elles sont légèrement moins chères, mais elles sont légèrement moins puissantes. Et peut-être qu'il aurait fallu faire des consoles all digital de même gabarit que les consoles premium, et juste en faire une 50 $ moins chère sans le lecteur de disque. Donc ça, c'est encore des choses qu'il va falloir améliorer. Après, ça ne change pas le fait que la plupart des acteurs, même qu'ils aient une console all digital ou pas, ils consomment de plus en plus sur la plateforme. C'est ce que je vous ai expliqué avec le fait que aussi bien chez Sony que chez Microsoft, l'argent ne se fait pas en vendant la console, vu que la plupart du temps on la vend à perte ou à l'équilibre, sauf chez Nintendo, mais il se fait sur le store et tous les services qu'on va ajouter sur la console. Donc let's go. Donc fusion dans la télé, mais impact sur le gaming. Donc ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on a vu quand même un certain nombre de fusions-acquisitions, que ce soit des rumeurs ou des choses actées. Donc là c'est acté, c'est la fusion de Warner Media qui avait été rachetée par NT. Oula, pardon. Oh, j'y arrive pas aujourd'hui. Bon, AT&T, voilà. Il y a quelques années pour un peu plus de 100 milliards, avec Discovery. Le but c'est quoi? Le but c'est d'aller merge et d'aller faire une fusion de ces deux acteurs pour pouvoir se mettre en face à face de Microsoft, de Netflix, d'Amazon, de tous ces acteurs-là. Et d'avoir du contenu de qualité. Et en plus, sur la partie entre guillemets rentable, puisqu'il y a les chaînes de télé, bah en fait, comme les chaînes de télé ont plus de croissance, le but c'est quoi? Le but c'est d'aller élargir votre panel de chaînes de télé dans plusieurs pays, et d'aller comprimer vos coûts. Donc par exemple, typiquement quand vous avez Cartoon Network qui produit des dessins animés, bah, si vous avez des Cartoon Network dans beaucoup de pays et que vous faites en sorte que les dessins animés que vous produisiez ils soient utilisables dans tous les pays dans lesquels vous avez Cartoon Network, bah, si vous rajoutez des pays, bah, en fait le coût par vision du dessin animé va descendre, parce qu'en fait vous donnez un pool possible de clients qui est plus large. Votre chaîne de télé elle va faire des vues dans tous les pays. Si avant vous aviez 10 pays et que maintenant vous en avez 30, bah en fait le coût par visionnage il va être un peu moins élevé, et du coup vous allez faire un peu plus de rentabilité parce que vous allez travailler sur vos coûts. C'est la même technique qui est à l'œuvre chez TF1 et M6. L'idée c'est pas forcément de dire que TF1 et M6 vont créer de la valeur en créant des optiques de croissance nouvelles, c'est juste qu'en fait le fait de mettre TF1 et M6 sous le même groupe va permettre de faire des économies d'échelle sur certaines parties des actifs, et du coup vous allez le retrouver dans la rentabilité. Et ça c'est quelque chose qui est assez classique et qu'il faut comprendre. Vous avez les mouvements de consolidation qui sont agressifs. Donc c'est-à-dire agressif, c'est quoi? C'est Amazon qui va s'étendre à d'autres business. Donc là le but c'est pas de faire de la synergie, mais c'est d'aller s'étendre à d'autres business et de rajouter des briques à son métier de base et d'aller construire quelque chose de plus grand. Là c'est vraiment des choses plus défensives, et quand c'est défensif c'est quoi? Votre but c'est pas forcément d'aller chercher la croissance, mais c'est d'aller chercher la rentabilité. Donc vous allez avoir X de chiffre d'affaires dans la business unit 1, X de chiffre d'affaires dans la business unit 2, et en fait ce que vous allez trouver c'est que 2 plus X, enfin 2 fois X, d'accord, donc les deux chiffres d'affaires vont vous donner Y qui correspond en fait à la rentabilité des deux business plus quelque chose. Et en fait, vous avez fait de la synergie et vous avez créé de la valeur. La plupart du temps, dans ce genre de deal, vous avez deux grandes branches. C'est-à-dire celles qui vont permettre un peu de croissance,
Donc là, c'est ce qu'on va chercher avec Discovery et Warner. Donc la croissance, ils vont la chercher comment? Bah, comme je vous l'ai dit, sur les chaînes, en essayant de les déployer un peu plus à l'international. Donc ça, c'est l'optique de croissance, même si c'est anecdotique dans leur, enfin anecdotique, c'est limité dans leur deal. Et après, ils ont toute l'optique de synergie. D'accord. Il faut savoir que Warner, ils détiennent des studios de jeux vidéo et une partie des studios vont être amenés, une autre partie vont pas être amenés. Il y avait déjà eu des discussions il y a quelques mois chez AT&T pour vendre une partie des studios gaming de Warner. Et du coup, là, ce qui va se passer, à mon avis, c'est que les studios qui sont amenés vont continuer à vivre leur vie dans un groupe un peu plus grand avec des possibilités de monétisation. Typiquement, ce qui va se passer, c'est que va y avoir des possibilités de monétiser des actifs qui appartiennent à Discovery totalement au niveau voilà, des droits d'utilisation des personnages, ce genre de choses. Donc, ils vont permettre d'amener ces séries en jeux vidéo. Donc ça va permettre au pôle Warner d'avoir une possibilité de création qui est un peu plus large. Et ce qui reste chez AT&T en studio de jeux vidéo, le but ça va être de les vendre. Donc il y a quelques licences qui sont détenues par AT&T qui ne sont pas amenées avec Warner. Je pense que c'est des licences qui vont être vendues dans l'optique pour AT&T, c'est de limiter sa dette et de devenir vraiment une cash cow, c'est-à-dire une pure telco. Et ce qu'on demande à une telco à l'heure actuelle dans la façon de faire des telcos actuellement, c'est quoi? C'est en fait, vous faites quasiment plus de croissance. Vous essayez juste de faire une gestion de vos coûts. Et votre but, c'est quoi? C'est d'avoir un gros cash flow, d'investir dans vos infrastructures pour pas être dépassé par le voisin et de servir un très gros dividende. Donc ça, c'est une question. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça crée de la valeur ou pas? À l'heure actuelle, si vous regardez quasiment tous les acteurs des télécommunications qu'on fait comme ça, ils créent de la valeur pour leur actionnaire principal qui en fait va profiter de ce cash flow pour faire d'autres investissements et va endetter généralement son actif de façon très très violente et va payer cet endettement par le cash flow de cet actif. Donc ça, c'est tout ce qui a été fait avec Altis et tout ça. Mais ça a été fait dans d'autres pays avec beaucoup d'opérateurs telco. Mais après, par contre, pour un actionnaire minoritaire, le problème qu'il y a, c'est que si vous n'avez pas fait ce levier de l'endettement, bah, en fait, vous allez récupérer du cash flow, vous allez payer des impôts sur ce cash flow. À la fin, votre groupe, il fournit pas au niveau de l'action une hausse de l'action dans le temps. Et du coup, en fait, le gain pour vous, il est assez limité. Voilà, c'est donc c'est à peu près l'univers des telcos à l'heure actuelle. Donc est-ce que c'est intéressant d'avoir du AT&T après? Ça dépend aussi parce que la question c'est combien vaudra Discovery plus Warner, qu'est-ce que ça va produire comme valeur. Ça donne des actifs intéressants, hein. Au niveau du streaming global, c'est le numéro 3 mondial avec des chaînes quand même, comme je vous l'ai expliqué, comme Cartoon Network, ce genre de choses, qui sont des chaînes qui sont globalement très connues, avec des licences comme DC Comics, ce genre de choses. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et ils ont une possibilité vraiment de croissance qui est assez importante et ça devient vraiment un équivalent un peu de Disney dans le sens où vraiment au niveau licence vous avez beaucoup de choses. Après c'est moins c'est un pôle qui va être moins clair que Disney. Vous aurez beaucoup d'actifs différents avec beaucoup de chaînes qui ont chacune leur vision, leurs soucis, leurs avantages, ce genre de choses. Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais voilà. Mais ça vous montre effectivement une chose que je vous dis souvent, c'est qu'on est dans l'ère du contenu, mais pour que le contenu ait sens, c'est-à-dire qu'il vous rapporte de l'argent, il faut être capable de le monétiser de façon très agressive, et pour ça en fait il faut que vous construisiez énormément de contenu pour l'amener dans une plateforme, que vous déteniez votre plateforme, et en détenant le contenu et la plateforme, vous faites beaucoup d'argent. Donc là le but de Discovery et de Warner c'est ça, c'est d'avoir le contenu plus la plateforme, d'amener quelque chose et de faire beaucoup d'argent. Et c'est vrai que par exemple sur l'aspect information, ils ont les chaînes CNN, ce genre de choses. Donc ils ont une capacité, par exemple, si dans leur offre de streaming, d'aller amener un contenu supplémentaire au niveau information qui est très poussé, avec des documentaires assez poussés, ce genre de choses. Et ça peut faire la différence. Parce qu'il faut bien que vous sachiez que, par exemple, Netflix, si on regarde aux États-Unis, 30% des gens qui restent abonnés à Netflix aux États-Unis, dans les 3 raisons principales qu'ils donnent pour rester abonnés, c'est le contenu éducationnel de Netflix. C'est-à-dire qu'ils utilisent Netflix comme plateforme
pour apprendre des choses sur différents univers. Et Netflix a musclé son contenu là-dessus. Donc il y a vraiment dans le service de ces plateformes, il y a plein de sous-marchés et il ne faut pas croire que c'est juste parce que vous avez la meilleure série qui cartonne que vous allez vendre des abonnements. Ce que les gens ils attendent, c'est vraiment un contenu diversifié qui va convenir à toute la famille. Et donc pour ça, il faut que vous investissiez très fortement. Vous avez l'autre deal qui est en cours, c'est le rachat d'Amazon, le rachat de MGM par Amazon. Donc là, le principe, c'est un peu la même chose, hein. C'est Amazon propose 9 milliards pour obtenir MGM. Le but, c'est quoi? C'est de muscler le catalogue de Amazon Prime et c'est de faire en sorte que justement dans cet écosystème Amazon, bah, il y ait de plus en plus de contenu et que cet Amazon Prime, ça devienne vraiment le service d'abonnement que tout le monde a, quoi. Et vous n'avez jamais eu dans le monde entier un acteur qui a autant d'abonnés qu'Amazon, ce genre de choses. Et tout ça, c'est des infos qu'il a sur les gens, des manières de consommer, tout ça. Et donc ça vous montre aussi que quand vous êtes un acteur comme Amazon, on l'a vu, ils se sont lancés dans le jeu vidéo, ils ont mis 500 millions pour le moment dans le jeu vidéo, et ils n'ont pas sorti grand chose. Et donc vous voyez bien que quand vous êtes un acteur comme Amazon, le but des fois c'est d'investir dans du contenu parce que c'est plus facile d'aller l'acquérir, même en le payant très cher, de tout de suite le mettre dans votre plateforme que de le créer. La création de contenu, quand c'est pas votre cœur de métier, c'est compliqué. Se dire que vous allez arriver sur un secteur, vous allez mettre des milliards et vous allez réussir à créer comme les autres ont créé avant, c'est pas forcément vrai. Donc ça donne aussi beaucoup de valeur à ceux qui étaient déjà là avant, qui ont des connaissances, qui savent créer. Et du coup, bah, effectivement, vous avez une valeur qui est exceptionnelle. Et cette valeur, des fois, vous pouvez ne pas l'avoir si vous prenez la boîte voilà, en elle-même perdue toute seule, en la raisonnant toute seule. Mais si vous la raisonnez dans l'aspect global d'un service comme Amazon et tout, elle a énormément de valeur. Donc moi je pense que Amazon c'est des acteurs qui vont continuer, enfin c'est un acteur qui va continuer à faire ses emplettes et ça vous montre bien que ce que je vous disais dans le gaming, c'est-à-dire les acteurs du gaming qui essayent d'incorporer des licences pour aller pouvoir se battre sur les plateformes et soit avoir de la puissance face aux plateformes, soit amener du contenu à leur plateforme comme le fait comment s'appelle Microsoft. Le but de tous les acteurs, c'est vraiment que, à mon avis, cette stratégie d'aller acquérir du contenu, c'est vraiment aussi bien dans la musique, dans le jeu vidéo, dans les livres, dans tous les supports entre guillemets culturel et intellectuel, vous avez besoin d'acquérir le plus en plus de contenu et vous avez un besoin de se battre justement là-dessus pour créer une plateforme qui vous amène quelque chose. Et là-dedans, c'est par exemple très intéressant, mais Amazon, par exemple, ils ont un avantage considérable là-dedans. Par exemple, la plateforme pour avoir des livres numériques, clairement, c'est Amazon qui est leader là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'Amazon n'a jamais investi dans une maison d'édition, enfin pas de façon très importante? C'est parce qu'en fait les maisons d'édition en face d'Amazon, elles n'ont jamais voulu lancer leur propre service et aucun service a vraiment marché en face d'Amazon. Donc en fait, ils ont été capables de gagner le marché avec Audible et tous ces services assez rapidement. Et du coup, ils veulent pas se battre. Mais vous pouvez vous dire que par exemple, dans quelques années, peut-être qu'Amazon se dira, pour être sûr d'assurer mon catalogue, je vais proposer à Vivendi ou à d'autres de racheter leur branche édition. Pourquoi? Pour être sûr d'avoir les livres et pour pouvoir faire quelque chose avec séries, films, commandes en 24 heures et tout ça. Et ça, vous offrez un pool de services colossal et donc les gens vont s'abonner, même s'ils s'abonnent que pour une seule activité et pas les autres, vous vous en foutez parce que vous allez avoir des gens qui vont s'abonner à votre service pour à peu près tout et vous allez avoir un pool de clients qui est colossal. Donc vous avez la même chose aussi chez Netflix. Netflix pendant longtemps ça a été des films, après ils ont été très agressifs dans les séries, et maintenant de plus en plus ils commencent à faire des choses qu'on pourrait rapprocher de l'univers du gaming, c'est-à-dire des jeux narratifs.
Donc des jeux narratifs, c'est quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas une capacité de jouer extrêmement profonde, mais vous allez faire des choix pour les personnages. Et ces choix vont avoir une importance dans la série. Donc ça permet de changer un peu l'évolution d'une série et de la rendre moins linéaire. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste regarder, mais vous allez être acteur de la série. Il y a des meilleurs taux d'engagement là-dessus. Mais en plus, quand on regarde ce que Netflix fait depuis quelques temps, ils sont vraiment en train de chercher à créer du contenu de jeux vidéo, c'est-à-dire à créer des jeux vidéo. Et peut-être que le but de Netflix après, c'est d'avoir la plateforme, c'est-à-dire les films, les séries, et d'y ajouter le gaming en surcouche. Et donc du coup, vous voyez bien que ce qui va se passer, c'est que Netflix rentre en conflit avec Microsoft en amenant une surcouche gaming. Microsoft sera donc obligé de rentrer en conflit avec Netflix en amenant des contenus vidéo. Les acteurs qui ont des licences comme Disney et qui ont aussi des jeux vidéo sont rentrés en conflit avec Netflix. Et vous voyez que le mouvement de marché il est colossal parce que ça implique beaucoup d'acteurs et il va se passer beaucoup de choses. Et par exemple, le mouvement que vous avez chez Disney qui est de sortir du partenariat totalement simple avec EA, c'est-à-dire avant la majorité des jeux Disney c'était soit des jeux qui étaient créés par les studios Disney, soit des jeux qui étaient des coproductions avec EA, et en partant pour créer des jeux avec Ubisoft, ce genre de choses, sur le modèle d'Assassin's Creed et tout, ils s'affirment un peu plus là-dedans dans le jeu vidéo, et je pense que le but à terme c'est pour eux de maîtriser la licence. D'accord, donc les licences qui appartiennent à Disney, et d'aller chercher les compétences, voilà, parce que c'est vrai que quand vous regardez les jeux d'aventure, bah, c'est vrai que les jeux comme Assassin's Creed, il n'y en a pas beaucoup, et Ubisoft a vraiment un talent assez fort là-dedans, et est un des rares à faire des jeux comme ça tous les 3-4 ans qui sont des jeux majeurs, même tous les 2 ans plutôt, qui sont des jeux majeurs. Donc le but, ça a vraiment été d'aller chercher la compétence d'Ubisoft là-dedans. Et après, vous pouvez vous dire que typiquement, si ça marche bien, est-ce que Disney n'aurait pas intérêt à racheter la compétence d'Ubisoft pour justement que cette compétence lui soit propre et que les autres puissent pas en profiter? Et donc le problème de tous ces acteurs qui ont des compétences, c'est qu'il va falloir qu'ils fassent levier sur leurs compétences, qu'ils aient une valorisation qui est importante pour pouvoir jouer des coudes avec les autres et dire, bah écoute, toi tu as ta licence, tu me la donnes, je fais un jeu, mais des Japonais ont une licence, ils me la donnent, on fait un jeu, et du coup je fais beaucoup de jeux, du coup tu peux pas me racheter parce que je suis une brique dans un secteur global et il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi. Donc là, c'est vraiment les contenus et il faut voir le contenu au niveau vraiment global. Et moi, je pense que vraiment le contenu au niveau global, c'est vraiment le truc le plus important des 10 prochaines années parce qu'on va arriver vers des plateformes. C'est-à-dire, avant, on avait des plateformes qui étaient monoproduits. Donc, vous alliez sur Deezer pour la musique, vous alliez sur Spotify, vous alliez sur Netflix, vous alliez sur Canal+, vous alliez. Voilà. Et chaque plateforme avait sa spécialité. Moi, je pense que plus on va avancer, plus on va aller vers des sociétés de très très grande taille, hein, vraiment des conglomérats comme on aura rarement vu à mon avis dans le monde entier, sauf si on les découpe avant. Et du coup, ça veut dire que ces sociétés, leur intérêt, ça va être quoi? Leur intérêt, ça va être vraiment de devenir multisecteur. Et entre guillemets, de plateformes qui étaient plus ou moins monosecteur et monoproduits, on va passer vers des choses qui vont être multiproduits. Et du coup, vous allez chercher dans votre abonnement le cinéma, le foot, la série, la musique, le jeu vidéo, tout ça dans un bundle. Et entre guillemets, vous allez chercher le prix, mais vous allez chercher aussi le fait que toute la famille puisse jouer autour et vous allez créer quelque chose. Et vous pouvez vous dire que les acteurs qui seront capables d'amener un bundle comme ça, ils auront du coup une valorisation de leur abonnement qui va tout de suite monter à 30, 40, 50, même à mon avis proche de 100 $. Parce que si on vous amène le jeu vidéo, la musique, les livres, tout dans un abonnement complet qui vous offre accès à vraiment une diversité de support colossal, bon, entre guillemets, vous allez vouloir payer une fois, vous allez payer un abonnement, vous allez le payer à vie, et vous allez plus jamais sortir de l'écosystème de la personne en face de vous. Et vous êtes totalement captif. Et ça, c'est une valeur qui est dingue. Vraiment, on l'a jamais vu ça. Avant, c'était vous étiez captif
de Canal+, qui avait le droit du foot sur les chaînes de sport, quoi. Mais vous avez jamais été captif du même acteur sur plusieurs secteurs en même temps, mais parce que cet acteur, il est devenu aussi considérable que ça. Vous n'aviez pas des gens qui détiennent les films, les séries, les journaux, les choses comme ça, et à terme, c'est ce qui va se passer. C'est aussi quelque chose que vous voyez quand vous regardez la taille du web. Le web grandit, c'est-à-dire il y a de plus en plus de sites, et pourtant le nombre de sites que consultent les gens sur Internet, il a tendance à diminuer avec le temps. C'est-à-dire en fait vous vous concentrez sur certains sites et vous donnez de plus en plus de temps à certains sites. Et surtout vous donnez de plus en plus de temps à certains groupes en fait. Et tout l'intérêt de ces groupes-là, c'est ça, c'est d'avoir un pool de produits diversifiés, mais avec ce pool de produits diversifiés, de vraiment matcher tous vos besoins. Donc c'est pour ça que Facebook fait Instagram et Messenger plus Facebook. C'est vraiment dans cette idée-là. Et l'idée de ces groupes, c'est de créer des produits, de les avoir sous un même groupe, et chaque produit va vous être utile pour un certain moment. Et le but, c'est vraiment de développer ça. Et ça, je pense qu'on n'en est qu'au tout début. C'est-à-dire que si vous pensez que la consolidation, elle est vers la fin ou ce genre de choses, moi je pense qu'au contraire, on voit qu'on est vraiment au tout début. Et quand on regarde les groupes en face, on voit bien que vous avez besoin de plus en plus d'être de plus en plus gros pour devenir rentable. Et vous l'avez vu sur les secteurs qui sont sortis après. Typiquement, je vous l'ai déjà expliqué, le secteur de la food delivery, le secteur des VTC, ce genre de choses. Vous voyez qu'en gros, vous avez que 2 acteurs qui peuvent être rentables max par pays et par zone géographique, et qu'il faut qu'ils soient présents sur une zone géographique à minima de 1 à 1,5 milliard de personnes, de clients possibles. Sinon, ils ne peuvent pas atteindre la rentabilité sur leur manière d'avoir créé le service. Donc du coup, vous comprenez bien que vous êtes de plus en plus sur des choses qui vous demandent de la taille. Et si ça vous demande de la taille, bah, ça vous demande des investissements qui sont considérables. Et ça a tendance à privilégier les acteurs qui ont une puissance de feu extrêmement forte. Parce que enfin voilà, vous pouvez pas en tant que petit groupe monter petit à petit les échelons et puis avec votre rentabilité vous installer dans des nouveaux pays, ce genre de choses, et faire du développement étape par étape. Dans beaucoup de secteurs à l'heure actuelle de l'économie, vous ne voyez plus ce système se faire parce que ce n'est pas possible tout simplement, ou parce que celui qui essaye de le mettre en place, entre guillemets, il va se retrouver dépassé par les autres et il va se retrouver marginalisé sur le marché et puis il va finir par mourir. Donc vous êtes vraiment dans ce système de création de quelques acteurs à chaque fois dans chaque marché. Et une fois que vous avez créé ces acteurs dans un marché et que le marché a atteint une certaine taille, bah, le but de ces acteurs, c'est d'aller s'étendre à des marchés connexes. Et du coup, vous voyez bien que vous rentrez en collision avec les géants qui a à l'heure actuelle sur le web. Et donc leur but à eux, bah, c'est vraiment d'aller manger ces nouveaux acteurs et d'aller intégrer des nouvelles choses. Epic vs Apple. Donc bah là c'est un peu la même chose. Je vous expliquais souvent que le problème dans le jeu vidéo aussi quand vous avez une licence, c'est que bah, vous êtes obligé d'horizontaliser votre licence, c'est-à-dire d'aller sur tous les supports, aussi bien sur PC, sur console, sur mobile, pour capter la vraie valeur de votre jeu. Et ça a bien montré les derniers jours du procès Epic vs Apple, parce que le CMO d'Epic Games, d'accord, donc chef marketing officer, il a bien expliqué si Epic n'est pas capable d'amener Fortnite rapidement sur mobile, sur iOS, de façon très très rapide, mais en fait la capacité de convertir des utilisateurs PC et console, elle est finie chez Epic. C'est-à-dire, en fait, ils ont fait leur croissance maximale, ils ont pénétré complètement leur marché, et la seule croissance qu'il leur reste pour leur actif, c'est le mobile. Et donc s'ils y vont pas, c'est une perte de valeur pour eux, c'est une perte de clients. Et en fait, quand on va un peu plus loin dans le procès, alors j'ai pas mis toutes les phrases, mais quand on va un peu plus loin dans le procès, il explique que même ça pourrait être pénalisant pour la société, parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent jouer sur console ou sur PC qui pourront pas y jouer sur mobile. Et comme ils veulent rester dans le même écosystème, bah, ils vont jouer à un autre écosystème qui est sur toute la gamme, comme Call of Duty ou ce genre de choses. Donc vous voyez vraiment ce besoin d'horizontaliser sur tous les supports et d'aller acquérir de la valeur ailleurs.
On a appris d'autres choses sur ces derniers jours. On a appris que l'App Store tire 62% de ses revenus du gaming. Donc ça vous montre un peu la puissance du gaming sur les revenus de Apple et de Alphabet. Ça vous montre que vraiment sur les stores, ce que les gens achètent de façon très importante, c'est des choses, c'est des cosmétiques, des choses qui sont liées aux jeux vidéo, hein. Donc tout le reste, c'est-à-dire les abonnements pour les applis de yoga, ce genre de choses, tout ça, c'est quand même anecdotique sur le marché global. Après, vous avez autre chose. Donc, ce que vous explique depuis des années et des années, aussi bien Alphabet que Apple, c'est que quand vous venez sur le store, ils vont être partenaires avec vous, donc ils vont investir aussi quand votre jeu il a de la valeur. Et ce qu'avait expliqué Apple, c'est qu'Apple avait investi sur le jeu d'Epic, sur Fortnite, pour en faire la publicité sur le store ou sur des choses, et que ça lui avait coûté de l'argent. Dans les documents qu'on a récupérés, qui ont été mis au tribunal, on a vu que sur les premiers mois où le Fortnite était sur iOS, ce qui s'est passé, c'est qu'Apple a dépensé en gros 1 million en publicité et en différents sponsoring pour pousser Fortnite sur son store, et elle a engrangé 100 millions de commissions. Donc ça vous montre quand même l'investissement marketing à l'échelle d'Apple est très faible, et donc ça veut dire que entre guillemets toute la création de valeur elle vient de la plateforme en elle-même, et que la plateforme elle tourne en elle-même. Apple n'a pas besoin d'investir là-dedans pour monétiser sa plateforme. Il a besoin d'investir pour que les gens utilisent sa plateforme, mais une fois que les gens utilisent sa plateforme, entre guillemets Apple en tire les fruits autant de temps que les gens utilisent sa plateforme. Donc tant qu'ils vendent des appareils iOS, entre guillemets, ils sont sûrs de toucher des ronds pendant des années et des années. Et donc ça vous montre encore une fois toute la puissance de ces gens qui ont une plateforme. Et la seule chose qui peut changer la puissance d'une plateforme, c'est si vous allez sur une autre plateforme, ou si cette plateforme commence à décroître. Mais entre guillemets, vous l'avez jamais vu à l'heure actuelle. Vous ne l'avez jamais vu. C'est-à-dire, Google n'a pas décru, Facebook n'a pas décru, tous ces acteurs-là, ils n'ont pas décru. Ils ont raté des choses, mais entre guillemets, ils ont tous augmenté leur taille. Même si, par exemple, Google, dans le monde de la publicité, a largement moins capté la croissance que d'autres acteurs. Et il aurait quasiment, aurait de façon bien moindre capté s'ils n'avaient pas racheté YouTube. Mais entre guillemets, vous comprenez bien que ils ont racheté YouTube, qu'ils font des choix, et il y a des choses qui se passent. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, et ça vous montre aussi que une partie de cette histoire qui consiste à dire que ces GAFAM, c'est des choses qui vont mourir dans les années à venir. Moi, je suis pas si sûr que ça soit des entreprises qui soient pas plus solides que les entreprises d'avant. Elles ont des soucis importants de création, mais à mon avis, vous avez plus de chances de convaincre les gens de rester sur une plateforme Apple que la capacité que vous avez d'exploiter toujours du pétrole et d'être compétitif dans 20 ou 30 ans ou 40 ans chez Total. La puissance n'est pas la même. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté du consommateur pour faire tomber une plateforme. Et une plateforme qui est tombée par la volonté du consommateur, on l'a rarement vu. On a vu des consommateurs qui faisaient changer une entreprise dans sa façon de faire, mais des consommateurs qui faisaient tomber une entreprise, on l'a rarement vu. La seule chose qui pourrait changer, c'est entre guillemets ce qui s'est passé avec les géants des telcos américains il y a 40-50 ans, c'est-à-dire qu'on les découpe. Et ça, c'est un risque pour l'actionnaire de sociétés comme les GAFAM. Mais la question, c'est toujours la même chose. C'est comme vous regardez les telcos, on les a découpés il y a 50 ans, et maintenant, ils ont tous recommencé à se manger. Et beaucoup des telcos qu'on a découpés il y a 50 ans, ils ont créé beaucoup de valeur après. Parce qu'en fait, la première des choses qu'ils ont faites, c'est commencer à se remanger. Donc voilà. Donc si vous découpez Apple, si vous découpez Google et tout, la première chose que va faire YouTube, c'est essayer d'aller manger Twitch. La première chose que va faire la régie publicitaire de Google, c'est d'aller manger la régie publicitaire de Facebook, ce genre de choses. Et en fait, à la fin, vous avez entre guillemets changé les gens de place sur les chaises musicales, mais il y a toujours autant de chaises. Et il n'y en a pas plus qu'avant, il n'y en a pas moins qu'avant. Généralement, même quand vous essayez de découper, vous avez plus de chances qu'à la fin des fins, il y en ait moins des chaises qu'avant.
Donc ça rend les choses un peu complexes. Voilà. Après, ce qui était intéressant, c'est que la semaine dernière, on a bossé un peu Tech2. Donc, chez Tech2, quand on lit un peu les déclarations à la fin de cette année, et ce qu'a dit le CEO, donc Strauss Zelnick, c'est quoi? C'est que pour lui, le boost du Covid, il est permanent. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. C'était en fait, la question, c'est est-ce que le boost du Covid, c'est quelque chose qui va dérégler le cycle de l'industrie du gaming? C'est-à-dire c'était un cycle en croissance et donc que là, on va faire une très forte croissance et qu'après, on va faire une décroissance, on va revenir plus ou moins sur le trend d'avant et on va reprendre le trend d'avant. Donc on aura fait en fait un pic qu'on va diminuer. Et en fait, la plupart des acteurs, et c'est ce que nous dit un peu le boss de Tech2, c'est que lui, il pense qu'en fait, on a fait un pic, on va être stable dans les 1 ou 2 ans qui arrivent, et après, on va repartir en croissance. Donc en fait, au lieu d'avoir une courbe qui était comme ça, on a une courbe qui est, hop, comme ça. Et du coup, on a gagné en croissance de long terme et on a fait beaucoup d'avancées sur le marché. Et tout ça, c'est de la conversion d'utilisation et de manière dont les gens utilisent le gaming. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que par exemple, vous avez une grande partie des 30-50 ans, ils étaient coincés chez eux, ils ont joué à des jeux mobiles, ils ont joué sur console. Et avant, c'était pas des joueurs, maintenant, c'est devenu des joueurs. Et même si c'était des joueurs qui ont joué beaucoup pendant le confinement et maintenant ils vont devenir un peu plus occasionnels, ça va rester des joueurs alors qu'avant ça l'était pas. Et tout ça, c'est un truc très très intéressant et c'est de vous dire, dans les secteurs sous-jacents, qu'est-ce qui est un boost permanent? C'est-à-dire la crise a vraiment boosté de manière permanente le secteur et qu'est-ce qui est un boost vraiment localisé. Donc par exemple les vendeurs de tests PCR, c'est pas un boost permanent. C'est-à-dire vous allez avoir ça pendant qu'il y a le Covid et puis après on va pas vendre vraiment beaucoup plus de tests. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Je pense vraiment que le gaming, c'est avec le streaming et avec toutes les manières d'utiliser le contenu, c'est vraiment les secteurs qui ont bénéficié du boost permanent le plus fort. C'est-à-dire vous avez vraiment des gens, avant ils n'écoutaient pas la musique en streaming, ils n'avaient pas Netflix et tout ça, et ils ont fait l'investissement là, et ils sont en train de faire. Et tous ceux qui vous racontent, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, qui vous disent ouais les gens ils commencent à en avoir marre de ces plateformes et ils font une overdose. Il y a une overdose parce qu'en fait on a fait beaucoup trop, on a passé trop d'heures dessus, et du coup effectivement certains commencent à faire une overdose et veulent ressortir ce genre de choses. Mais je pense que ça ne montre pas qu'on arrive à la fin du cycle, loin de là. C'est juste on a fait une surconsommation pendant un bout de temps. Là, les gens vont être libérés, ils vont aller plus dehors, ils vont passer moins de temps sur les plateformes. Mais globalement, je pense quand même que la conversion des gens vers les plateformes, elle a été poussée par le Covid et c'est quelque chose qui donne un boost et qui permet au cycle d'aller un peu plus vite. Et on a sûrement gagné 5 à 10 ans sur le cycle, suivant les marchés. Typiquement sur le marché du gaming, c'est quasiment sûr qu'on a gagné 5 ans. Quand vous regardez le marché de la digitalisation du livre, vous avez quasiment gagné 10 ans dans certains pays. Donc il y a vraiment eu des gains qui sont considérables. Hein. Vraiment considérables. Et surtout, vous avez des marchés qui étaient structurellement des niches qui sont devenus autre chose que des niches. Grâce à ça. Dans le jeu vidéo, vous avez des jeux vidéo qui sont plutôt joués par les personnes un peu plus âgées, donc des jeux de stratégie, des choses comme ça, qui ont pris un sérieux boost là, parce qu'en fait, la taille du pool de joueurs a augmenté de manière considérable. Donc voilà. Après, il y avait le CEO de ByteDance qui lâche la direction du groupe pour la stratégie de long terme. Donc ça, c'est un truc que je vous avais expliqué de longue date. C'est très peu fait en Europe, mais je vous ai expliqué que une partie de la différence qu'on voyait avec les sociétés américaines et les sociétés chinoises, c'est que la plupart des CEO maintenant, ils lâchaient les rênes de la direction, ils donnaient la direction à quelqu'un qui sait très bien gérer le day-to-day, donc c'est-à-dire au jour le jour le business, et eux, ils prennent la stratégie. Et ça, c'est quelque chose de très très important parce que ça vous montre une volonté d'aller chercher des nouveaux business, d'aller comprendre l'avenir, ce genre de choses. Et je pense que de plus en plus, vous êtes obligé dans les sociétés de dissocier la stratégie de long terme de la stratégie de court terme. Je pense que la même personne ne peut pas faire les deux. Parce que justement, vous avez des choses qui s'opposent de manière très très forte.
Après, il faut toujours que votre stratégie de long terme, elle se retrouve dans la société. C'est-à-dire ce qui s'est passé chez Google par exemple, c'est qu'ils ont été dans la stratégie de long terme et en fait quasiment tous les paris qu'ils ont fait en stratégie de long terme, ils n'ont jamais été concrétisés en dollars sonnants et trébuchants. Et du coup, au bout d'un moment, la société a décidé de faire un virage et d'être un peu plus strict sur ses coûts. Donc il faut trouver le bon équilibre. Et je pense que toutes les sociétés qui trouvent le bon équilibre ont une capacité à créer énormément de valeur par la suite. Donc typiquement, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, quand vous regardez une société comme Microsoft, c'est une société qui arrive de plus en plus à gérer ça, à avoir sa stratégie de long terme et la stratégie de court terme. Et la stratégie de long terme, elle est un peu impulsée par le fait que Bill Gates continue à être dans la gestion de la société, même si c'est un acteur plus ou moins externe. Mais il y a des choses qui se passent dans la société qui vous montrent cette stratégie. Après, elle n'a pas toujours été efficace, vous avez des problèmes de stratégie de très long terme. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller en Europe, parce que quand on commencera à avoir de plus en plus d'entreprises qui passeront justement de cette gestion stratégique de court terme et stratégique de long terme, on y gagnera énormément. Autre chose, Ubisoft, encore des efforts à faire dans le harcèlement. Donc il y a eu des petites fuites dans la presse qui nous expliquent que les efforts d'Ubisoft dans le harcèlement sont quand même pas très très importants. Donc depuis, la direction d'Ubisoft a communiqué en disant qu'ils faisaient encore des efforts, qu'ils pensaient qu'ils avaient fait un certain nombre d'efforts. Donc ça, c'est comme je vous le dis, hein, c'est très compliqué. C'est des vieilles sociétés qui ont toute une culture qu'il faut changer. Parce que le monde a changé, la façon de créer des jeux vidéo a changé, et ça c'est très très compliqué. Et je vous expliquais que le problème c'est un peu le risque quand il y a eu les premières fuites, c'est que je vous dis qu'à chaque fois qu'il y a un souci, bah, il y a une fuite. Et que ça devienne... que ça s'auto-alimente entre guillemets. Et qu'après ça puisse être pénalisant pour la sortie des jeux d'Ubisoft. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une remarque sexiste ou un truc sexiste ou quelque chose comme ça, que tout de suite on en parle, on en fasse un pataquès et que du coup ça soit problématique. Et quand vous avez un emballement médiatique comme ça, vous pouvez avoir une société qui est très misogyne et une autre qui l'est beaucoup moins. Mais celle qui l'est beaucoup moins fait à l'effet de l'emballement médiatique parce qu'il y a eu plusieurs scandales. L'autre, on n'en parle pas. Et du coup, pour la société qui est la mieux disante, bah, c'est un problème et c'est ingérable parce que vous ne pouvez pas être parfait. Et ce que vous demandent les consommateurs et tous ceux qui vont scruter vos sociétés, c'est d'être parfait. Et être parfait, c'est pas possible dans le monde actuel. Et quand vous n'êtes pas parfait, on vous tombe dessus un peu sans fin. Et ça peut devenir autoréalisateur, c'est-à-dire votre société, elle n'était pas parfaite, mais elle faisait des efforts, on vous tombe tellement dessus que le business se dégrade et que votre société commence vraiment à se dégrader. Donc ça, c'est un peu, c'est un truc à suivre pour les actionnaires d'Ubisoft, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit un truc qui s'auto-alimente dans le temps et qui revienne tout le temps et qui hante la société. Parce que c'est autoréalisateur les événements qui hantent la société. Et tous ceux qui vous disent plusieurs fois la société, on l'a critiqué sur tel point, et c'est pas grave, ils ont changé et tout, c'est pas vrai. Généralement, vous avez des choses autoréalisatrices qui se mettent en place. Et donc sur l'aspect psychologique que vous avez dans les sociétés, il faut faire très très attention. Après, vous avez Devolver qui prépare son IPO. La fourchette, c'est un peu plus haut d'1 milliard. Donc ça vous montre toujours l'appétit qu'il y a sur l'environnement et le fait que les acteurs qui ont des licences viennent sur le marché pour lever du cash pour créer des licences, parce que le marché valorise de façon généreuse les gens qui ont du contenu. Et pourquoi le marché valorise de façon généreuse les gens qui ont du contenu? Parce que les gens qui ont du contenu ont besoin de se consolider sur des valorisations qui sont très hautes, sinon ils se font manger par les gens qui ont des plateformes qui ont besoin de ce contenu pour alimenter la stabilité de leur plateforme à long terme. Donc vous voyez très bien que quand on est dans le contenu, et quel que soit le type de contenu, on est quand même en position de force à très long terme. Donc je vais regarder un peu vos questions, s'il y a des questions. Alors je remonte le chat. Question, pourquoi selon toi Media One est sorti de la cote? Que penses-tu de Xylam? Alors le problème de Media One, je pense que c'est un actif en structuration
C'est un actif qui achète des sociétés. Et en fait, comme je vous l'ai expliqué, le principe de ces actifs, c'est exactement ce que fait Embracer. C'est-à-dire quand vous faites du M&A de manière très agressive comme ça, vous avez besoin d'une bonne valorisation. Parce que comme vous avez une bonne valorisation, vous allez tendre votre bilan. C'est-à-dire vous allez faire vos rachats à crédit, vous allez tendre votre bilan. Excusez-moi, je rebouge un peu. On va tendre son bilan. Et en fait, au bout d'un moment, on a besoin que son bilan devienne un peu plus sain. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux choix. Soit vous vous mettez en pause dans vos systèmes de fusion-acquisition et dans votre construction d'entreprise, et vous allez prendre votre cash flow des opérations actuelles pour réduire votre dette, mais ça prend quelques années. Soit vous allez lever de l'equity, et comme en fait vous avez créé un groupe plus grand, vous avez un nombre d'actions qui est un peu plus grand, enfin vous avez une valorisation de l'action qui est plus haute, vous levez du cash, vous remboursez vos dettes, et vous repartez sur un cycle d'acquisition. Et comme je vous l'ai expliqué, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'il y a de plus en plus de levées de fonds, et il y a de plus en plus de volonté de la part des acteurs d'aller de plus en plus vite dans la construction des entreprises. Donc pour aller de plus en plus vite dans la construction des entreprises, vous avez besoin d'une valorisation généreuse. Et je pense que le problème, c'est que le marché a jamais compris ce que faisait MediaOne, que le marché voulait un acteur proche de M6 et de TF1, c'est-à-dire un acteur qui fait de la rentabilité et qui verse un dividende. Et que le but de MediaOne, c'était pas du tout ça. Et que du coup, ils ont décidé, comme le marché les valorisait pas correctement, de sortir du marché pour aller dans le private equity, en se disant dans le private equity, on aura plus de potentiel. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise chose pour eux. C'est une mauvaise chose pour la cote parisienne. Mais ça, je vous l'explique depuis le début. Le problème de la cote parisienne, c'est que dès que vous êtes agressif dans la construction d'une société, entre guillemets, on vous met un malus. Sauf quelques acteurs. Mais voilà, vous allez trouver des sociétés comme Delta Plus, comme Bastide, qui sont très très agressifs et qui ont des très gros leviers. Mais à part quelques sociétés comme ça qui sont magnifiquement bien vues, la plupart des sociétés qui vont être agressives dans leur fusion-acquisition, elles sont très mal vues. Et généralement, il arrive toujours un moment où le marché leur dit: mais attendez, vous êtes commencé quand même à être gros, arrêtez de faire des acquisitions, restructurez-vous, faites-nous la plus belle rentabilité possible. Et puis voilà. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Et des fois, il suffit juste qu'il y ait un cycle qui soit un peu complexe, et tout de suite, vous allez faire les frais du cycle, entre guillemets. Et ça, c'est compliqué, parce que quand vous voulez devenir un acteur leader sur un secteur, forcément, vous avez des moments de hausse et de baisse, vous avez des moments où vous avez besoin de vous restructurer, mais vous avez aussi besoin que vos investisseurs comprennent qu'à certains moments, voilà, même si c'est complexe, vous allez créer de la valeur à très long terme. Et en fait, le marché français pénalise très rapidement les sociétés. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui décident de sortir. Xylam, c'est différent. Xylam, c'est très très bien valorisé. La question, c'est la création de contenu chez Xylam à très long terme. Donc ça, c'est une question. Après, encore une fois, des studios comme Xylam, il en existe une petite cinquantaine dans le monde entier. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment la capacité, qui sont là, qui n'ont pas créé un dessin animé et qui ont vraiment des licences fortes, des choses qui sont vues dans le monde entier et tout. Il y en a très très peu. Donc forcément, comme il y en a très très peu, c'est très cher. Et vous pouvez vous dire que, par exemple, quand vous êtes quelqu'un comme Netflix ou ce genre de choses, ça peut être intéressant d'aller acheter ces studios et de dire, chez nous, vous avez toute la famille pirate, les choses comme ça, voilà. Et vous avez une pression qui est possible après de Netflix sur les chaînes de télé, parce que les chaînes de télé, elles ont besoin de contenu, et comme elles détiennent pas le contenu, si la plateforme détient le contenu, Netflix peut faire pression. Et il peut pousser, par exemple, voilà, pour qu'il n'y ait pas certaines séries à la télé, ce genre de choses, et donc pousser à la conversion vers des offres payantes chez lui. Tu dis qu'il y a des gros acteurs, donc certainement des OPA dans ce secteur. Oui, mais il y a déjà des OPA dans ce secteur. Après, la question, c'est quel OPA à quel moment. Ça a toujours été quelque chose de compliqué. Je peux pas vous dire l'OPA, ça va être sur Focus, ça va être sur Ubisoft, ça va être sur... Vous pouvez pas le savoir. C'est complexe. Vous savez que quand vous détenez des actifs dans le secteur du contenu,
vous avez de fortes chances que ce soit des choses qui s'apprécient si la société est bien gérée, parce que de plus en plus de monde veut du contenu. La question c'est, est-ce qu'à un moment vous n'allez pas arriver vers trop de contenu qui va faire que la valeur du contenu produit va diminuer? Tout simplement parce que les gens ne pourront pas jouer ou regarder tout le contenu qu'on produit. Alors après, ça c'est un peu complexe. La question c'est l'accroissement de la population, l'accroissement de l'ouverture du contenu au monde et la question du contenu de spécialité, de ce genre de choses. C'est vraiment des sujets très très complexes. Il y a des gens qui vous disent que dans 5 ou 10 ans, le prix des contenus va commencer à descendre parce qu'on va aller sur des contenus très spécialisés, parce qu'on aura créé tellement de contenus qu'il y aura des rares contenus qui seront globaux et que la plupart des contenus, ce sera des contenus dits de spécialité. C'est des choses qui sont possibles, ça. Et du coup, ça veut dire que si vous êtes sur un acteur qui essaye de faire des contenus globaux, mais qui n'a pas de licence forte ou ce genre de choses, ça sera plus compliqué pour lui. Alors, c'est marrant, Altico, ce que tu dis. La question des monopoles, c'est une très vieille question. Les monopoles passés étaient beaucoup plus gros que les monopoles présents et avaient une force dans l'économie mondiale qui était beaucoup plus forte. C'est-à-dire, si vous prenez la Compagnie des Indes, ce genre de choses, les forces dans l'économie étaient vraiment excessivement, et la part dans le PIB était très très fort. La question n'est pas trop là parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de concurrence. La question maintenant dans ces nouveaux monopoles, c'est la question, est-ce que ces monopoles sont devenus entre guillemets immortels? C'est-à-dire quand on détient un actif technologique à l'heure actuelle, est-ce que cet actif technologique, si on le maintient en vie, c'est-à-dire si on investit toujours dedans, est-ce qu'il peut être dépassé par quelque chose? C'est compliqué. Et si on détient le contenu et qu'on détient la plateforme, est-ce que quelqu'un peut arriver sur le marché et vous détrôner? Bah ça c'est compliqué aussi parce que ça veut dire qu'il faut que la personne détienne la plateforme et le contenu. Ou alors il faut que la façon de consommer le contenu change. Donc la gestion des monopoles de l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Vous avez beaucoup de théories économiques qui vous disent que dans certaines créations de monopoles qu'il y a à l'heure actuelle, la différence c'est que là où avant les monopoles avaient des importances très fortes sur certains pans d'activité et sur certains pays, la capacité du monopole à l'heure actuelle est beaucoup plus importante sur beaucoup plus de pays. Là où avant c'était contraint à certains pays. La question aussi, c'est la capacité du monopole à être découpé. C'est-à-dire que vous avez la Standard Oil, vous voulez la découper, vous découpez les puits, vous découpez la compagnie en plusieurs compagnies pétrolières, c'est fini. En une soirée, enfin j'exagère, mais si vous voulez, au niveau judiciaire, en une soirée vous faites ça et il n'y a pas de souci. Le problème c'est que quand vous prenez Facebook ou Google ou ce genre d'acteurs, vous ne pouvez pas les découper comme ça. Parce qu'en fait il y a une imbrication des données clients, il y a une imbrication de la manière dont les gens font des recherches, ce genre de choses, et vous ne pouvez pas, sur un actif technologique, le découpage d'un actif technologique est beaucoup beaucoup plus complexe que le découpage d'un actif industriel. Parce que justement, vous n'avez pas cet impact, ce côté, vous pouvez le toucher. Une usine, un groupe qui a beaucoup d'usines, vous séparez les usines, vous faites trois groupes avec, vous coupez le nombre d'usines en trois, vous donnez la même chose aux trois groupes et vous avez diminué la taille du groupe de en trois quoi. Sur Amazon, sur Google, ce genre de choses, c'est pas possible. La question est même pire. La question est si vous le découpez, est-ce que vous n'allez pas rendre ces actifs poubelles entre guillemets? Chez Amazon, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent si vous découpez notre vision globale du business, on a des business qui sont pas rentables, des business qui sont très rentables, et en fait, tous les business moyennement rentables ou peu rentables, ils vont mourir, et il ne va rester que nos business excessivement rentables qui n'ont aucun sens tout seuls, parce qu'ils n'ont pas de possibilité de croissance. Et ça, c'est des vraies questions d'économie du 21e siècle qui sont des questions très complexes que vous trouvez, qui sont assez peu travaillées justement parce que sont assez complexes à faire. Bonjour, que penses-tu tu penses que Focus peut racheter un studio de qualité comme Asobo? Ils sont valorisés suite à l'entrée de Sagard au capital. Regarde, mais quand j'ai quand même des doutes qui travaillent avec Microsoft, l'argent permet de les financer. Je pense que Focus, comme tous les acteurs du marché, le but de Focus, à mon avis, avec le nouveau management, qui est un management qui fait souvent du
comment ça s'appelle, du MEA, et qu'on a souvent fait à l'époque où il faisait comment ça s'appelle, où il faisait de la télé, d'accord. Donc je pense que le but de Focus, c'est d'acquérir des studios. Euh, Acquérir un studio comme Asobo, ça serait une très très bonne chose pour Focus, mais ça serait un one shot. C'est-à-dire en fait avec le cash qu'ils ont levé là, ils acquéreraient Asobo et puis après ça serait fini. Ou alors il faudrait lever du cash après, ou alors il faudrait payer en partie en equity. Donc c'est quand même un peu complexe. Effectivement, Microsoft est très lié à Asobo. Après, oubliez pas, Microsoft peut pas être partout. Donc c'est-à-dire en fait le problème de Microsoft, c'est que quand ils rachètent des groupes qui valent plusieurs milliards, c'est assez intégrable. Pour eux, un groupe comme Asobo, s'ils le rachètent, ça serait entre guillemets pour internaliser la création de la licence Flight Simulator et faire en sorte qu'elle soit plus souvent là. Mais ça a assez peu de sens. Tant qu'ils sont sûrs que les Flight Simulator vont sortir ou ce genre de choses, ils n'ont pas forcément d'intérêt à aller acquérir Asobo, ou alors c'est pour lui donner d'autres licences et faire en sorte qu'il se développe de manière beaucoup plus grande. L'autre question pour les fondateurs d'Asobo, c'est que s'ils veulent continuer à exister, c'est peut-être plus intéressant d'être dans un groupe dans lequel vous pouvez avoir de l'equity et une part importante de l'equity et faire monter la valorisation du groupe que de vous vendre à Microsoft, parce que si vous vendez à Microsoft, vous n'allez rien peser dans la structure de Microsoft au niveau global. Vous allez peut-être avoir un gros chèque, mais après c'est fini, et même si vous choisissez d'avoir de l'equity, vous allez avoir quoi, 0,01% du capital de Microsoft qui vous valait rien quoi. En assemblée générale, tout le monde s'en fout de votre avis. Le top management il va s'en foutre un peu aussi et du coup voilà. Donc il y a aussi tout l'aspect construction d'entreprise et évolution de l'entreprise à long terme. Mais globalement, le but chez Focus, à mon avis, c'est de se construire. Ce qui est très très intéressant, c'est que pour ceux qui ont suivi l'histoire de Focus, alors je dérive un peu, mais l'ancien CEO de Focus voulait faire de l'acquisition. Il n'a pas été suivi par l'ancien actionnaire majoritaire de Focus. Et depuis, il allait dans une banque d'affaires italienne. Et cette banque d'affaires italienne, elle a conseillé à titre gracieux le dernier achat de Focus. Donc je pense qu'effectivement, il va se passer des choses sur les rachats chez Focus et il va y avoir des achats de concurrents. La question c'est est-ce que Focus n'a pas plus intérêt à acheter plusieurs petits studios qu'un gros studio d'un seul coup. C'est des choses qui se discutent, ça dépend des opportunités et comme ceux qui m'ont suivi sur la semaine dernière, je vous ai montré qu'Embracer était encore en train de discuter, ils discutent avec 160 compagnies. Donc ça vous montre bien que dans l'univers du gaming, quand vous voulez faire du MEA, en fait vous allez discuter avec beaucoup beaucoup de monde pour au final choisir les quelques dossiers qui vont le plus vous intéresser et qui vont créer la valeur. Donc il faut bien vous dire que là vous êtes vraiment vous êtes dans le sable, vous êtes avec le tamis et vous allez rechercher la perle. Donc vous allez passer beaucoup beaucoup de grains de sable au tamis avant de trouver celui qui vous convient. Donc c'est vraiment complexe et long et ça demande surtout énormément de compétences et énormément de, de comment ça s'appelle, de connaissances du secteur. Et ça, c'est quelque chose aussi qui fait la valeur de vos actifs. C'est-à-dire quand vous avez un acteur comme Microsoft qui veut racheter des gens dans le secteur, il faut vraiment qu'ils connaissent des gens en France qui connaissent tous les studios, ce genre de choses. Et vous ne pouvez pas aller dans une banque d'affaires traditionnelle et vous dire, voilà, on va aller discuter avec ces gens-là, ils vont nous trouver des cibles. Parce qu'en fait, quand vous êtes sur des secteurs aussi éclatés que le jeu vidéo, ce genre de choses, avec beaucoup de petits studios, il faut vraiment des gens qui connaissent très bien les acteurs du secteur pour savoir lesquels veulent vraiment se faire racheter, lesquels sont vraiment intéressants, lesquels ont des casseroles, lesquels ont beaucoup d'actifs qui ne sont pas valorisés, ce genre de choses. Voilà, on pourrait parler pendant des heures et des heures de certains studios qui ont beaucoup de valeur. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, le but de Focus, c'est d'aller utiliser son argent le plus vite possible. Donc c'est toujours un peu complexe, c'est-à-dire quand vous êtes dans des situations de build-up comme ça, votre but c'est d'avoir quand même un build-up de qualité, c'est-à-dire d'aller acheter des actifs qui ont vraiment de la valeur et qui vont vraiment créer des synergies avec ce que vous avez, tout en même temps en ayant une vitesse d'exécution qui soit assez rapide. Parce que si vous passez 3 ans à chercher votre cible, ça n'a plus aucun intérêt. Et vous avez beaucoup de management qui cherchent la perle rare. Donc ils vont dire moi je veux un ROI très très rapide. Et en fait à force d'attendre,
bah ils perdent de la création de valeur. Donc c'est toujours un peu complexe. Et plus vous connaissez bien le secteur, plus votre capacité d'exécution elle est rapide. Et dans ce sens-là, je pense que la principale news en dehors de l'évolution du cours de bourse de Focus et du fait que Focus élevait des sous très rapidement à une valorisation qui était très très correcte et qui était juste en dessous du cours de bourse, bah, l'autre facteur clé c'est quoi? C'est vraiment cette utilisation des compétences de l'ancien DG pour aller créer de la valeur assez rapidement. Il faut bien vous dire, quand vous faites du M&A, c'est des choses qui sont pensées quelques mois avant. C'est-à-dire, Focus a fait son rachat là, c'est des choses qui ont été pensées et qui ont été démarrées il y a 3, 4, 5, 6 mois. Et l'actionnaire majoritaire de Focus, il est arrivé il y a moins d'un an et demi. Donc ça veut dire le temps qu'il s'installe, qu'il fasse ses opérations de rachat, de titres, ce genre de choses. Ça veut dire que tout de suite il a impulsé cette politique et tout de suite il a été voir l'ancien directeur et il a été donc à mon avis il va y avoir beaucoup de choses. Mais je pense qu'il y a plus de capacité chez Focus d'aller racheter des petits studios avec lesquels ils travaillent à l'heure actuelle déjà et d'aller essayer de leur donner plus de moyens, de ce genre de choses, plutôt que d'aller acheter un gros studio. Parce que quand vous achetez un gros studio, vous faites des lourds investissements. Et quand vous êtes quelqu'un comme Focus ou ce genre de choses, ça peut être complexe. C'est typiquement le cas de Digital Bros, c'est-à-dire le petit frère ou la petite sœur comme vous voulez, italienne de Focus, qui a beaucoup investi sur Starbreeze. Bah, ça a capé un peu le développement de Digital Bros. Parce que au lieu de pouvoir acheter des petits studios et tout, ils ont mis tellement de cash et ils ont injecté tellement de choses dans Starbreeze que pendant 2-3 ans, ils ont été obligés de faire un peu plus ceinture. Mais par contre, la question, c'est que s'ils réussissent à relancer Payday et à relancer Starbreeze, peut-être que du jour au lendemain, ils vont faire un coup à 250-300 millions. Donc en gros, leur capi actuel. Donc pour eux, c'est quelque chose qui peut se jouer. C'est des stratégies d'entreprise. C'est est-ce que vous allez tenter le gros coup pour changer d'échelle ou est-ce que vous préférez aligner les petits coups qui petit à petit vont vous faire changer d'échelle? Ça, c'est des choses qui se discutent et quand vous n'êtes pas en interne, vous pouvez pas comprendre vraiment les choses. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Après voilà, Sagard, parce que j'ai pas répondu à ça, c'est un fonds d'investissement. Donc après, le but de Sagard, c'est toujours été, ça va être de maximiser son retour. Donc c'est la même chose, hein. Sagard, il est rentré à une valorisation. Si demain quelqu'un lui propose 2 fois sa valorisation 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, Sagard, il vendra, hein. Sauf s'il a des accords de conservation, ce genre de choses. Mais plus vous avez des fonds dans la cible que vous avez en face de vous, plus vous avez de pouvoir. Je reprendrai toujours la même chose. Vous prenez Ankama qui édite un MMO qui s'appelle Dofus. Il n'y a pas beaucoup de fonds chez Ankama, mais c'est surtout des actionnaires voilà, qui sont là depuis la création de la société. Bah, quand quelqu'un veut racheter Ankama, soit ses actionnaires ils veulent vendre, soit ils veulent pas vendre. Et s'ils veulent pas vendre, Ankama est pas racheté. Donc moins vous avez de financiers enfin, au capital de la structure que vous voulez cibler, plus le rachat peut être complexe et long. Parce que plus la force est du côté des fondateurs et de ceux qui détiennent le capital. Et des fois, quand vous voulez racheter une histoire de famille, les gens en face n'ont pas vraiment envie de vendre, ils sont pas pressés. Donc ils peuvent vous faire attendre très très longtemps. Ils peuvent essayer de vous tondre de manière très très violente, hein. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Sagard a déjà travaillé avec FCLP? J'ai pas regardé, mais ça serait quelque chose d'intéressant à regarder, tu vois. C'est typiquement un truc intéressant. Est-ce que Sagard a déjà investi dans des sociétés liées à FCLP? Bah, tu vois, c'est une très bonne question à laquelle j'avais pas pensé. Et ben, on va regarder maintenant. Euh, je vais regarder ça. Alors, Sagard Capital, dans quoi ils ont dans le portfolio? On va dans le portfolio de Sagard. Est-ce qu'ils ont investi dans des trucs tac tac tac, ils ont investi dans pas mal de trucs comme moi, mais est-ce qu'ils ont investi dans des trucs qui étaient liés à FCLP? Touc, 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 touc.
Il me semble pas que Sagard ait investi dans des trucs liés à FCLP qui était là. Tac. Je trouve pas trace, en tout cas. Faudra chercher de manière. Tac tac, si je cherche avec cet outil là, peut-être par contre ça va me. Touk 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 touk. Alors, tac 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 tac. Ouais. Rachat FLCP, donc c'est ça. Donc, est-ce que si je passe par là, alors excusez-moi, c'est un peu long. Mais ça c'est toujours ça quand on recherche des infos et qu'on le fait en live, hein. Ça garde, donc tac tac. Bah alors tu vois, ouais, il y a des, il y a eu des deals passés entre Fabrice Larue, Capital Partner et Sagard. Donc ça c'est intéressant. Après c'est des choses, enfin voilà, c'est des choses à plusieurs niveaux, c'est-à-dire c'est des LBO qui ont été débouclés entre plusieurs fonds, ce genre de choses. Donc bah voilà, c'est pas non plus, ils se connaissent, donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que s'il y a une volonté de faire le deal, c'est plus simple quand on connaît l'adversaire, quand on connaît l'autre. Mais mais après c'est des choses vraiment assez éloignées quand même. Mais tu vois, c'est intéressant et ça se trouve assez facilement. As-tu parlé des interdictions de minage des cryptos en Chine? Est-ce le sujet de ce genre? Non, c'est pas le sujet. Voilà. Après, on peut en parler rapidement. Les Chinois, ça fait 10 fois qu'ils nous disent qu'ils vont interdire les cryptos. Comme je vous l'ai expliqué, le problème c'est que c'est une économie qui rapporte beaucoup de choses. Donc les Chinois là, ils sont en train de taper un peu. Euh, en partie sur le fait qu'il y a certaines mines qui sont, enfin certaines fermes chinoises de crypto-monnaies qui reposent sur de l'énergie au charbon et que le gouvernement veut limiter la pollution dans le pays. Après, je pense que si demain les gens y passent sur des choses autres, c'est-à-dire sur des comment ça s'appelle, sur des énergies vertes ou ce genre de choses, voilà, on s'en foutra, hein. Et d'ailleurs, Elon Musk qui disait que Bitcoin c'était pas bien et tout, il en a parlé aujourd'hui, hein. Il a dit comment ça, il a dit
J'ai parlé avec les acteurs du minage aux États-Unis et on a convenu qu'ils allaient plutôt utiliser des énergies vertes pour miner les bitcoins. Donc, si c'est miné par des énergies vertes, ça plaît à Tesla. Voilà. De là à dire que Elon Musk veut leur vendre des panneaux solaires et des choses comme ça, je pense qu'il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement parce que je pense qu'il joue son jeu sur plusieurs tableaux. Mais voilà, je pense que en ce moment, tout le monde tape sur les cryptos. Ce qui est intéressant, et moi, ce qui me fait dire que c'est quand même une bonne chose, c'est que malgré le fait que beaucoup de monde tape sur les cryptos, vous êtes quand même sur le Bitcoin, sur un Bitcoin qui est au-dessus de ce qu'il était à Noël. Vous êtes sur un Ethereum qui est bien au-dessus et tout. Vous avez continué à avoir des investissements très très forts de beaucoup de fonds d'investissement liés avec des lancements de projets qui sont très très sérieux. Le lancement de l'Internet Computer, ICP, qui est une crypto très récente. C'est des choses qui sont très très intéressantes, qui sont assez nouvelles. Ça montre quand même qu'il y a une volonté. Voilà. Ouais, après, voilà, c'était surtout sur des startups qu'ils ont investi ensemble. Ou sur des trucs de LBO, des vieux trucs. Donc ils doivent se connaître, mais plus que ça, voilà. Je t'ai envoyé un mail il y a 2 semaines sur H2O Innovation, était intéressante. As-tu eu l'occasion d'y regarder? Machin. Comme c'était une boîte de comment ça s'appelle, de utilities liées au secteur un peu de l'énergie et tout, et que c'est pas le truc que je maîtrise le mieux. Normalement, c'était comment ça s'appelle? C'était comment? C'était Étienne qui devait regarder. Je pense qu'il a dû regarder, donc il aurait dû te répondre. Si t'as pas répondu, peut-être voilà, je sais si c'est dommage. Après voilà, moi je c'est des boîtes que je connais moins bien, donc moi généralement je demande avis sur les gens qui connaissent, donc des gens qui sont dans l'industrie, ce genre de choses. Donc je peux pas te t'en parler plus. Voilà, c'est tout. Donc je suis désolé si on t'a pas répondu, c'est pas normal. Voilà. Après, je sais qu'il y en a certains qui prennent les machins, mais c'est juste que c'est un secteur, voilà, dès qu'on est dans la clean énergie, ce genre de choses, c'est plutôt Étienne qui gère que moi parce qu'il a plus de compétences que moi. Donc si tu m'envoies des dossiers gaming, des dossiers techno et tout, ça va plutôt être moi. Si tu m'envoies des boîtes qui posent des tuyaux, qui font du pétrole, ça va pas souvent être moi, quoi. Sauf si c'est des boîtes que je suis avec depuis très très longtemps, qui ont des manières de faire très très nouvelles, ce genre de choses. Après, j'ai été regarder en vitesse quand même, c'est une boîte qui est canadienne, qui est cotée en France. Moi je vais vous dire que toutes les boîtes, hein, quand elles sont à l'autre bout du monde et qu'elles sont cotées chez vous, généralement c'est un peu chiant. Et généralement il y a des trucs louches, surtout quand elles sont petites. C'est pas tout à fait normal. Après, voilà, je suis pas à même de connaître très bien le secteur de l'eau. C'est un secteur où, parce qu'ils sont dans l'eau, il me semble, hein, c'est un secteur où il faut vraiment connaître les acteurs locaux, ce genre de choses. Donc je peux pas t'en dire plus, je suis désolé. Avez-vous prévu de parler de l'IPO d'Equateur via les suivis hebdomadaires? Alors normalement, l'IPO d'Equateur, j'ai envoyé la vidéo à Agora. Donc après, il faudra attendre. Si vous voulez qu'elle arrive le plus vite possible, n'hésitez pas à envoyer un mail au support d'Agora. Mais j'ai tourné sur Mint la chose. Après, si vous voulez plus en détail, c'est pas le lieu parce que c'est un lieu ouvert ici, donc on parle généralement pas des dossiers qui sont dans le payant, dans du Tech Insider Europe, mais on peut tout à fait en parler en détail. C'est peut-être quelque chose qu'on fera. J'avais pris le parti aussi de parler un peu du rapport du commissaire, enfin du contrôleur de l'énergie, avec les avantages, les inconvénients pour Mint, ce genre de choses. Donc, oncle Samuel, c'est une bonne question. Tu peux l'envoyer au support d'Agora et on essaiera de te répondre. Normalement, j'ai déjà tourné une partie de la vidéo là-dessus. Après, on peut faire quelque chose d'un peu plus poussé. Moi, ça me dérange pas du tout. Donc voilà. Est-ce que je connais Cumulus Swap? Ouais, je connais très très bien Cumulus Swap.
J'en ai acheté au tout début de l'histoire. Donc je connais très très bien Cumulus Vap. C'est une très très belle société, un management qui fait toujours mieux que ce qu'il a dit, ce genre de choses. Après, c'est compliqué, vous avez deux acteurs dans le secteur français, hein. Vous avez Cumulus Vap et le petit vapoteur. La différence aussi, c'est que Cumulus est structurellement moins margé que le petit vapoteur parce que Cumulus est plus B2B que le petit vapoteur qui est plus B2C, même si le petit vapoteur se lance dans le B2B là. Il y a aussi une grosse différence qui, moi, m'a fait sortir récemment de Cumulus. Après, ça ne concerne que moi, hein, puis j'étais en très forte plus-value aussi. C'est le fait que le petit vapoteur se lance de façon très très agressive dans le THC et dans le CBD, enfin dans tout ce qui est lié au CBD. Ce qui drive du coup une image de marque assez importante, alors que chez Cumulus on est toujours resté dans la vape et on veut pas trop aller dans le secteur du CBD, enfin on y va doucement. Et moi, je pense que c'est une erreur pour acquérir des clients en B2C rapidement. Et je pense qu'à terme, le secteur des boutiques de vape va se concentrer autour de quelques marques. Et j'ai peur que du coup, une de ces marques soit le petit vapoteur et que fasse perdre de la taille au marché B2B global. Après, ils lèvent des fonds, ils vont pouvoir aller un peu ailleurs en Europe, ils vont avoir de plus en plus de puissance au niveau de leurs fournisseurs parce que ils prennent vraiment au niveau du chiffre d'affaires global de la vape en France une taille qui est quand même un peu importante. Donc il y a quand même des choses à faire. La vape est moins développée dans les autres pays d'Europe qu'en France. Donc il y a aussi des angles de développement sur d'autres pays, sachant que la vape est moins dangereuse que la cigarette classique. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est une société que j'ai plutôt c'est une société que j'ai plutôt sortie du portefeuille à l'heure actuelle. En plus, au niveau des sociétés e-commerce, je la trouve enfin, valorisée de façon assez généreuse. Donc voilà, après, c'est à voir dans le temps. J'attends de voir vraiment la stratégie un peu plus se mettre en place. Et je préfère revenir plus tard, un peu plus cher, quand j'aurai la certitude qu'ils vont pas se faire dépasser par le petit vapoteur ou ce genre de choses. Et que le fait de ne pas être dans le CBD va pas les impacter à très long terme sur la conversion du B2C. Voilà. Après, encore une fois, c'est que mon avis. Il ne faut pas que vous preniez ça comme un conseil de vente ou d'achat de la société, hein. Absolument pas. Que penses-tu du rachat de M6 par TF1 par rapport au monopole des revenus pub? Bah, c'est un énorme problème. Mais c'est toujours la même chose. C'est ce que je vous explique depuis le début de cette émission. C'est-à-dire si vous autorisez pas TF1 à racheter M6, vous les autorisez pas à avoir une certaine taille. S'ils n'ont pas une certaine taille, ils peuvent pas faire des investissements dans le contenu et dans les produits. Et du coup, ils sont forcément marginalisés par des acteurs comment ça s'appelle, comme Netflix, Facebook et tout. Donc le problème du régulateur, c'est aussi de se dire que ils vont créer effectivement une concurrence déloyale dans le milieu de la télé et du cinéma français, mais cette concurrence déloyale, elle va permettre au groupe M6 TF1 d'avoir un poids au niveau européen et un poids au niveau mondial et donc de s'offrir des opportunités de développement. Donc le problème en fait de toute cette gestion de la concurrence, c'est quoi? C'est ce que je vous explique depuis assez longtemps, c'est qu'avant la concurrence c'était quelque chose qui était très vu pays par pays. Et maintenant le problème c'est que vous pouvez plus voir que la concurrence comme ça. Vous avez des entreprises qui ont une très forte position dominante dans un pays, mais qui ne sont pas dominantes au niveau mondial et vice versa. Et en fait, être très dominant dans un pays peut vous permettre d'après devenir très dominant au niveau mondial si ce pays est colossal. C'est la stratégie des Chinois. Comme leur pays est très très important, qu'ils ont beaucoup d'investissements, les entreprises chinoises se concentrent sur leur pays et après elles vont exploiter tous les gains de productivité qu'elles ont fait en adressant le marché chinois à l'étranger en étant très agressifs sur le prix. Et à l'occurrence, vous avez la même chose sur les marchés mondiaux. C'est-à-dire si vous voulez vous opposer aux Chinois et aux Américains, il faut que vous ayez une taille de marché qui est considérable. Et donc il faut que vous soyez multi-pays. Et quand je vous dis multi-pays, c'est sur minimum 10-15 pays. Donc quand vous êtes un groupe comme M6 et TF1, vous vous dites qu'il faut que vous ayez des chaînes de télé en Espagne, en Italie, au Portugal, au truc comme ça. Sinon vous n'avez pas la taille de pouvoir rivaliser. Et donc vous comprenez bien que le problème du régulateur, c'est est-ce qu'on autorise des monopoles locaux
pour déployer après des concurrents internationaux, ou est-ce qu'on n'autorise pas les monopoles locaux, quitte après à avoir des acteurs internationaux qui sont des acteurs monopolistiques? C'est très complexe. Bah, il n'y a pas de meilleure stratégie entre la verticalisation et l'horizontalisation. La verticalisation, tu maîtrises beaucoup mieux l'apport de tes actifs. Parce que par exemple, tu es dans une chaîne de télé, tu vas verticaliser, c'est-à-dire tu vas aller acquérir du contenu, des films, des choses comme ça, tu vas les produire. Bah, tu sais très bien combien ça va te coûter, combien ça va te rapporter quand tu vas les mettre sur ta chaîne, ce genre de choses. Donc tu maîtrises assez bien l'univers de la monétisation de tes produits. Si tu horizontalises, tu vas par exemple créer des sites internet, des choses comme ça qui sont liées à des marques. Donc par exemple, tu vas avoir, je sais pas, mettons on prend M6, tu vas créer un site internet qui va être lié à Top Chef, et ton but ça va être d'être le numéro un mondial, enfin le numéro un français des recettes sur internet ou ce genre de choses. Bah ça c'est beaucoup plus complexe. Parce que c'est pas dit que l'actif Top Chef te permette de devenir et de créer une marque comme ça. Et c'est un peu ce qu'ils font avec Stéphane Plaza. Ils ont créé une émission, ils ont créé une marque dans l'immobilier et maintenant ils sont en train de l'horizontaliser et de se déployer dans l'immobilier. Mais l'immobilier c'est très loin du métier de base de M6. Donc c'est compliqué pour eux de savoir combien ça va leur rapporter et d'avoir des effets d'échelle très rapides. Donc l'horizontalisation, ça te donne des possibilités qui sont beaucoup plus grandes, parce qu'en fait tu peux horizontaliser dans des dizaines de secteurs différents, et tu peux faire ça très rapidement, et faire beaucoup d'essais, et acheter et vendre des actifs très très rapidement. C'est ce qu'a fait le groupe TF1, c'est ce qu'a fait, pardon, le groupe M6. Pendant un temps, ils ont eu du mal un peu à monétiser leur pub. Ben, ils ont été créés une marque de mobile avec Orange. Ils ont été créés un site d'impression de photos, ce genre de choses. Et en fait, ils ont dit, bah, quand la pub elle n'est pas à un tarif qui nous plaît et qui est intéressant, on va pousser nos propres produits. Et en poussant nos propres produits, bah, on va créer de la valeur. Et après, on va vendre ces actifs au bout d'un moment à quelqu'un. Et ça a très bien marché pendant un certain temps. Donc c'est un peu, c'est toujours compliqué. Le problème, c'est que plus tu te verticalises, plus aussi tu vas rentrer, plus tu t'horizontalises, plus tu vas rentrer en concurrent avec des gens avec qui d'habitude tu es en partenaire. Donc si tu te lances à créer tes marques de meubles ou tes trucs comme ça, bah Ikea va peut-être pas être content et va peut-être pas avoir envie d'aller sur ton support pub. Mais l'avantage, encore une fois, c'est que là, si tu t'appelles TF1 et M6, bah, Ikea peut pas se permettre de plus faire de pub chez toi. Donc tu peux faire du meuble, te verticaliser et dire aux gens avec qui tu vas rentrer en concurrence, que tu sois d'accord ou pas d'accord, je suis le plus gros, donc tu vas continuer à faire de la pub chez moi et moi je vais faire ce que je veux dans mon développement et tu vas pas me casser les pieds. Alors que si tu es un acteur externe tout petit comme Energy ou ce genre de choses, bah, entre guillemets, l'acteur qui s'appelle Ikea, il a le pouvoir de pression sur toi. Il peut te dire, ah bah tu vas faire du meuble, donc moi je fais plus de pub chez toi. Et du coup, tu es limité dans tes choix en fait. Et quand tu verticalises, le problème est un peu différent, mais quand tu verticalises, entre guillemets, tu vas devoir acquérir tes concurrents, et ton problème dans la verticalisation, c'est est-ce que les gens avec qui tu travailles, que ça soit au-dessus de toi ou en dessous de toi, ils ont envie que tu verticalises? Et quel est le pouvoir de chaque acteur. Typiquement, tu peux le voir dans le monde de la lunette. Le monde de la lunette, c'est quelque chose de très très intéressant et que je connais assez bien. Essilor est en train de verticaliser sa manière de faire. Donc en fait, ils ont acheté des machines, ils ont acheté des marques de lunettes et de verres. Ils détiennent tout le haut de la pyramide de la lunette. Et en fait, maintenant, ils veulent acheter les magasins. Le problème, c'est qu'en fait, en achetant les magasins, bah, les opticiens indépendants, bah, ils sont pas contents d'avoir Essilor en face d'eux. Donc est-ce qu'ils ont envie de prescrire des verres, enfin de pousser à l'achat de verres Essilor maintenant? Bah, certains commencent à faire un peu de la rébellion et de dire bah, je vais plutôt prescrire des verres du concurrent. Parce qu'ils sont rentrés en concurrence avec des gens. La question c'est est-ce que obtenir la valeur qu'il y a dans le bas de la pyramide vaut le risque que prend Essilor de se mettre en concurrence avec des acteurs, avec ses partenaires. C'est vraiment quelque chose qui se réfléchit très profondément et c'est assez complexe en vrai. C'est très très complexe. C'est très compliqué de savoir si horizontaliser ou verticaliser c'est la meilleure des choses.
Généralement, les choses les plus simples, c'est quand tu verticalises avec des gens qui ont envie de le faire, d'être avec toi. Donc typiquement, c'est un partenaire que tu as avec toi et il a envie de se vendre. Donc tu es focus, tu édites un jeu vidéo, tu vas racheter le mec qui produit le jeu vidéo, les développeurs. C'est simple, s'ils ont envie de se vendre, t'es gagnant du truc, c'est assez simple. Si tu verticalises, typiquement tu t'appelles Ubisoft, tu as une licence. Non, pardon, si tu t'horizontalises, tu t'appelles Ubisoft, tu as une licence comme The Division, tu vas voir Netflix et tu lui dis on va faire des films et des séries. Moi je te donne ma licence, tu me donnes des ronds et tu vas pouvoir faire des films et des séries. Bah là tu horizontalises et entre guillemets le partenaire avec qui tu le fais il est gagnant aussi parce qu'il obtient du contenu. Donc plus c'est des choses par partenariat, plus c'est simple. Plus c'est des choses par acquisition, plus ça peut être complexe. Quels sont les résultats de leur site de streaming? À qui? Je comprends pas très bien ce que tu veux dire. Oui, voilà, oui, mais il y a des horizontalisations comme ça. Après, la question, c'est la rentabilité. Si tu prends les sociétés japonaises qui sont beaucoup horizontalisées, au final, la rentabilité de beaucoup des actifs des sociétés japonaises de jeux vidéo qui sont horizontalisées, elle est moins bonne que celle du jeu vidéo. Mais après, c'est toujours complexe. Parce que est-ce que l'horizontalisation que ces acteurs des japonais ont fait il y a 15 ans leur a pas amené tellement de valeur ces 10 dernières années que maintenant, le fait que leur business soit moins rentable, c'est pas grave parce qu'ils ont été capables de s'investir tout seuls et de créer. C'est toujours complexe. Par contre, tu peux te dire que les japonais qu'on a tendance à aller tout seul, c'est-à-dire Konami va faire ses hôtels et va mettre son argent, sa marque et va tout gérer lui-même. C'est un peu complexe. Par contre, tu t'appelles Nintendo, tu veux faire des hôtels, tu te mets en partenariat avec Accor par exemple, et tu dis à Accor, vous mettez les ronds et tout, et moi j'amène la manière de designer les hôtels, les choses comme ça. Bah, c'est beaucoup plus facile d'aller créer de la valeur. Parce que toi, t'amènes, entre guillemets, ton aspect culturel et ta marque, et ton partenaire va amener le cash et sa connaissance du secteur sur lequel tu te diversifies. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Et les sociétés japonaises, elles ont beaucoup de mal généralement à faire comme ça. Les sociétés chinoises aussi, elles veulent tout contrôler. Elles ont beaucoup plus de mal avec ce système de partenariat. En Europe et aux États-Unis, ça se retrouve beaucoup plus facilement. Salto, c'est un site qui a fait un très bon démarrage. Après, la question de Salto, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, vous êtes sur le marché français. Imaginons Salto capte 50% des Français. Ce qui serait considérable, hein. C'est mieux que ce que fait. Enfin, c'est pas mieux que ce que fait Netflix, mais c'est assez proche de ce que fait Netflix. Vous auriez quoi? Vous auriez 35 millions d'abonnés à Salto. Et encore, ce serait pas ça parce que vous avez des familles, des choses. Donc à la fin, vous serez plus proche de 15-20 millions d'abonnés. Ok, vous avez 15-20 millions d'abonnés. Vous faites quoi avec 15-20 millions d'abonnés à l'heure actuelle dans la création de contenu? Vous faites rien. le- le- la seule vision qui serait intéressante de Salto, c'est si chaque pays européen avait son propre Salto avec les chaînes de télé locales et qui mettaient en commun leur force de frappe monétaire et de création de contenu en disant bah, Salto va produire des contenus en français qu'elle va donner à son équivalent allemand, qui l'équivalent allemand va donner les contenus allemands à Salto, et si chaque pays européen faisait comme ça. Et là, vous avez un mécano capitalistique qui peut avoir du sens. Mais à l'échelle de la France, tout seul, vouloir faire le village des petits Gaulois face à des mecs qui ont 100 millions, 200 millions de clients, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La seule chose que vous pouvez le faire, c'est vous dire que vous allez créer des contenus qui sont vraiment attendus par les utilisateurs et qu'une partie des utilisateurs va être prêt à payer pour avoir ce contenu en avance. Donc vous dites que par exemple, si vous faites une chaîne Salto à 8 euros, que vous avez beaucoup de contenu français, bah, vous pouvez vous dire que y a une partie des Français qui vont être prêts à payer 8 euros des contenus qui d'habitude sont gratuits, enfin 8 euros par mois, des contenus qui d'habitude sont gratuits pour pouvoir les avoir en avance. C'est un peu ce qui s'est passé avec Disney quand est sorti son dernier film, qu'il a vendu à 30 dollars les premiers mois. Parce que si vous vouliez le voir dans les premiers, il fallait payer 30 dollars
pour louer le film et l'avoir en direct au lieu de l'avoir au cinéma. Donc voilà, c'est des choses comme ça. C'est des nouvelles monétisations. Bah, il y a une vision d'ego, ça c'est très fort. Il y a une vision aussi, plus tu fais, alors après ça c'est quelque chose de gestion d'entreprise, on sort de l'aspect boursier, il y a l'aspect gestion stratégique, c'est-à-dire que quand tu te mets avec beaucoup de partenaires, plus il y a de partenaires autour de la table, plus il est dur de gérer le quotidien en fait. Parce que si tu commences à avoir Orange autour de la table, M6, machin et tout, en fait, tu as des guerres de clochers. Et chaque entreprise va avoir la main mise sur l'actif et va dire aux autres, je suis plus gros, je suis plus fort. Et ça, c'est compliqué. Et généralement, c'est pour ça que les partenariats, ça tient pas dans le temps. Soit c'est très clair, il y a deux acteurs, non un acteur qui généralement a un peu plus de force que les autres, soit quand vraiment il y a beaucoup d'acteurs, les partenariats, ils ont une durée de vie, entre guillemets. Et après, il y a des questions d'autorité de concurrence, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est vraiment c'est quelque chose de global. Mais après, de toute façon, à terme, plus tu vas être face à des gros groupes, plus entre guillemets, les groupes français de taille moyenne, ils vont être obligés de bouger. Parce qu'en fait, il arrive à un moment où tu vois que tu deviens vraiment tout petit, que tu as vraiment plus de puissance, et soit tu bouges, soit tu te fais, tu meurs. C'est ce qui arrive avec M6 et TF1. TF1, ils n'ont jamais été très agressifs. Et là, depuis quelques années, ils sont agressifs au niveau du M&A, de la fusion-acquisition. Pourquoi? Parce que je pense que les Bouygues, ils ont bien compris que avoir une chaîne de télé avec le journal qui est vu par le plus de Français au monde, par le plus de Français, voilà, ça n'a pas de valeur. Tout seul comme ça n'a pas de valeur. Ça a de valeur que si on le groupe à d'autres choses. Donc voilà. Oui, oui, mais sinon, mais ils y pensent. Mais entre l'equity fiction et ce que tu fais réellement, il se passe beaucoup de choses. Et souvent, là où ça pêche, et ça c'est effectivement quelque chose de dommage, c'est sur l'aspect psychologique et sur l'aspect c'est mon actif, ce genre de choses. Et ça, tu l'as beaucoup en Europe, parce que comme on donne une vision très importante à l'homme et à l'entreprise et à la famille, on donne beaucoup de crédit aux entrepreneurs qui sont là depuis 15, 20, 30 ans et qui restent à la tête de leur groupe et qui sont les patriarches de famille qui gèrent le groupe. Et en fait, la manière de gérer à l'heure actuelle, c'est plus comme ça. Le patriarche familial qui gère un groupe de manière d'une main de fer et qui gère, c'est plus ce dont les entreprises ont besoin. Le paternalisme qu'on avait développé en Europe il y a 200 ou 300 ans, il faut euh, l'aspect psychologique derrière ce paternalisme-là et la manière de développer ce paternalisme a totalement changé. Il faut plus une société avec justement avec des actionnaires et une famille qui fait la stratégie de long terme et un management qui fait la stratégie de moyen et de court terme et d'essayer de capter cette stratégie. Après, il y a plein de choses qui font des problèmes. En France, il y a très peu d'actions avec de classe A et de classe B par exemple. Les Américains, ils ont développé ça depuis très très longtemps, ce qui permet à des actionnaires qui sont très très minoritaires, qui détiennent 7% par exemple de leur capital, de détenir à la fin 40% des droits de vote de la société et de la contrôler. Et ça offre des moyens de développement aux sociétés qui sont tout autres. Et c'est sûr que quand vous avez créé une société, vous n'avez pas forcément la volonté de vous défaire du contrôle de la société. Par contre, vous défaire du contrôle des titres de la société, ça vous gêne peut-être pas. Mais oui, voilà, tu le dis toi-même. Tu vois mal TF1 avec Bouygues s'associer à Vivendi et avec Bolloré. Mais pourtant, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Donc ils l'ont fait avec M6, ils vont le faire avec d'autres, mais tu vois bien que tu as des voilà, t'as des guerres de chapelle un peu. Mais après, il finit toujours par y avoir une notion un peu de réalité qui se met en place. Pendant tout un temps, Xavier Niel, il était plutôt en concurrence avec Bernard Arnault sur le côté immobilier, et ils ont fini par se mettre d'accord entre eux et par faire un peu les choses ensemble, parce qu'ils avaient tout intérêt à se mettre ensemble. Donc au bout d'un moment, il y a de la réalité.
Oui, mais justement, alors tu le vois de plus en plus aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, tu as de plus en plus ces actions de classe A et de classe B. Et c'est pour ça que la bourse des Pays-Bas est une bourse beaucoup plus dynamique que la bourse française. Parce que justement, tous ces nouveaux systèmes de création de valeur, de contrôle de la valeur, c'est des choses qui ont du sens. Mais chez nous, vous savez, il faut être égalitaire. Donc chaque actionnaire a le même pouvoir. Une action égale un droit de vote. Au mieux, une action est égale deux droits de vote quand quelqu'un l'a gardé 10 ans. Voilà. Après, par contre, ça dérange pas la moitié des fonds parisiens de détenir du Solution 30, alors que quand on allait sur n'importe quel site de contrôle des procès en cours, on tapait Solution 30 et on avait trois pages qui sortaient, quoi. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses un peu faux cul dans le marché français. Et c'est dommage. Mais ça finira par partir. Parce qu'au bout d'un moment, entre guillemets, la réelle politique prend toujours le pouvoir. Donc les gens, ils finissent toujours et il finit toujours par y avoir des changements. Oui, mais au début, ça a été très compliqué hein, chez Xavier Niel et la famille Arnaud. Et puis au bout d'un moment, ils ont compris qu'il n'y avait aucun intérêt à se marcher dessus. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que la famille Arnaud a commencé à sous-investir dans le digital. Parce que dans les années 2000, ils ont beaucoup investi dans le digital. Après, ils ont continué. Et à partir du moment où il a commencé à y avoir Xavier Niel dans la famille, ils ont commencé à se dire, bon, nous on fait du luxe, lui il fait du digital, on fait de l'immobilier ensemble, et chacun a son précaré, et chacun fait ses trucs. Donc voilà. Bon, bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, surtout, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, j'essaye toujours de répondre. Après, parfois, ça se peut que j'oublie. Il y en a aussi des fois que je file à Étienne parce que j'ai pas les compétences. S'il vous répond pas, j'y peux pas grand chose. Je suis désolé, hein. Et du coup voilà. Bah, comme d'habitude, hein, pour ceux qui veulent s'abonner, vous pouvez vous abonner à New Tech Insider Europe. Il y a le bouton juste en dessous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est le petit bouton violet qui s'appelle follow. Comme ça, vous serez prévenu des prochains lives. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, vous pouvez toujours les envoyer à la-rédaction tech-publication-agora.fr. Voilà, et puis on se retrouve, je pense, la semaine prochaine. Et voilà. Et n'hésitez pas à aller sur YouTube, à liker nos vidéos. Voilà. Et normalement, on, on va essayer d'en poster de plus en plus. Voilà, voilà. Tac. TF1 film. Ouais, ça je sais pas. Voilà, voilà. Et bien je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon appétit et à la semaine prochaine. Ou peut-être dans la semaine s'il y a un truc dont il faut parler, ce genre de choses. Mais vous serez prévenu par Twitch si je fais ça. J'en ai pas fait depuis quelques temps, donc on verra. Bye bye.